Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la session d'aujourd'hui. Le plaisir est pour moi de vous retrouver encore pour partager avec vous quelques notions par rapport au calcul et analyse de structure par l'utilisation du logiciel RoboStructure. Aujourd'hui, nous allons monter d'un cran parce que nous allons parler de la dynamique de structure. C'est une thématique qu'on n'a pas encore abordée ici. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois ou si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez qu'on a abordé beaucoup de thématiques par rapport, disons, au calcul analyse de structure en tenant compte des charges statiques. Aujourd'hui, on va monter d'un cran, comme je disais, on va parler de la dynamique des structures. Et de façon plus spécifique, parce que c'est un sujet vaste, on va se concentrer sur les cas du génie parasismique. Donc bref, nous allons voir comment nos modèles, nos structures se comportent par rapport au séisme. Et déjà, nous allons devoir comprendre c'est quoi la dynamique de structure. Nous savons très bien, pour les cas, disons, des structures qui sont sollicitées par des charges statiques, des charges gravitaires, il y a la notion du temps, disons, qui n'intervient pas ici. Tandis que pour les cas de la dynamique de structure, les sollicitations sont fonction du temps. Les sollicitations varient avec le temps. C'est ça la grande différence entre les deux concepts, dynamique de structure, et de l'autre côté, nous avons des structures avec des charges qui sont stationnaires, des charges qui ne bougent pas, qui sont statiques. Et donc, si vous êtes en train de travailler sur un projet, que ce soit académique ou professionnel, ou il vous est demandé de travailler sur la dynamique des structures, sûrement cette thématique, cette session doit profondément vous intéresser. Alors pour finir à planter les décors, on va d'abord se situer dans ces grands champs de la dynamique de structure. Alors quand on parle de la dynamique de structure, il y a plusieurs scénarios qui peuvent se présenter. Nous pouvons avoir un scénario qu'on appelle de excitation harmonique. C'est-à-dire quoi? En termes simples, c'est-à-dire vous avez votre support, ok, votre appui, et l'appui supporte évidemment une charge. Dans l'excitation harmonique, c'est la charge, ok, pour solliciter votre appui. Ça peut être le cas, par exemple, de plateformes qui vont supporter des machines. Donc, nous savons déjà qu'avec les machines, avec le moteur et tout ce qui vient avec, il y a déjà une certaine vibration. Donc ça, c'est le premier cas de la dynamique de structure. Nous avons un deuxième cas. Le deuxième cas, c'est celui d'impulsion. En termes simples, c'est celui où nous avons les cas d'explosion. Soit vous pouvez concevoir une structure, c'est pas pour quelle exploitation, avec des équipements qui peuvent exploser. Ok, peut-être, c'est pas moi, station-service ou quoi. Alors là, c'est aussi, disons, un autre cas de la dynamique de structure. Donc, l'explosion va engendrer des ondes de choc et tout, ça va solliciter la structure. Nous avons aussi un troisième cas, celui de l'excitation par déplacement de l'appui. C'est le cas, évidemment, du génie parasismique, c'est-à-dire nous avons notre structure, notre bâtiment qui est déjà mis en place, qui est en exploitation peut-être. Et là, c'est plutôt l'appui, c'est le contraire, en fait, de ce qu'on a, disons, du premier scénario. Là, c'est l'appui qui va devoir bouger. Et quand ça bouge, donc, il y aura, disons, une certaine énergie qui va se propager dans la structure. Okay? Mais il peut arriver aussi que nous puissions avoir des cas combinés, par exemple, excitation harmonique avec excitation du déplacement de l'appui. Nous avons également, évidemment, un dernier scénario, c'est le scénario de choc, c'est-à-dire vous avez votre structure, peut-être, je sais pas moi, ça peut être n'importe quelle autre structure, mais qui va recevoir l'impact d'un objet, militaire ou autre. Et cette masse qui se déplace déjà a une certaine énergie et puis ça va croiser l'obstacle, ça va créer des ondes de choc et tout. Comme je disais tantôt, on peut trouver des cas où il y a des scénarios qui sont combinés. Okay? Par exemple, vous pouvez avoir un cas d'impulsion avec choc, par exemple dans l'armée, où vous pouvez avoir par exemple une masse, un missile qui se déplace. Disons, à part le fait de se déplacer, il y a, disons, une impulsion, disons, une explosion qui va suivre. Donc, ce sont des cas. Mais pour notre, c'était juste pour nous situer un peu dans l'ensemble. Et pour notre cas, nous avons le cas d'une excitation avec, disons, déplacement de l'appui. Voilà, je pense que maintenant c'est bien clair et nous pouvons maintenant foncer. Alors, je voulais signaler que nous abordons ces thématiques à la lumière de Eurocode 8, la norme qui gère tout ce qui a trait au génie parasismique. Alors, déjà, quand on parle du génie parasismique, donc, c'est-à-dire on va étudier comment notre modèle, notre bâtiment va réagir aux sollicitations sismiques. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il ne va pas tenir? Est-ce qu'il va relativement tenir? C'est ça même la question qui est posée ici. Est-ce que votre modèle est-il conforme? Conforme à quoi? Conforme à Eurocode 8 ou à une autre norme relative à Eurocode 8. Alors, c'est ce que nous allons essayer de voir ici. Mais avant, il faut savoir, avant de pouvoir entrer dans les détails de l'analyse parasismique et tout ce qui vient avec, il y a
un passage obligé. Passage obligé, c'est l'analyse modale. L'analyse modale, c'est quoi? C'est, je dirais, en quelques termes très simples, c'est la signature dynamique de votre structure. C'est-à-dire, en dehors des sollicitations externes, ici pour nous c'est les séismes ou bien un mouvement de terre, je ne sais pas, dans une mine, on veut d'abord savoir de façon isolée comment notre, disons, modèle se comporte. Et là, ça va nous amener à trouver ce qu'on appelle les valeurs propres. C'est quoi les valeurs propres? Ici, il sera question de la fréquence et de la période. Ce sont les deux grandes valeurs qui vont attirer notre attention ici. Alors, dans le cadre de ces tutoriels, nous allons voir, après avoir fixé tous les paramètres et comprendre pourquoi on les a fixés, pourquoi on a opté pour tel paramètre ou tel autre, nous devons savoir au finish est-ce que les résultats sont conformes aux critères des Eurocode 8. Voilà. Alors, déjà, je vous pose une question. Quand tu as tremblement de terre, qu'est-ce qui cause l'effondrement? S'il y a effondrement, bien sûr, qu'est-ce qui peut causer l'effondrement d'un bâtiment? Et ça, la grande question, normalement, c'est le point de départ. Donc, si vous répondez correctement à cette question, donc vous avez compris, je dirais peut-être 50%, 60% de toute l'analyse modale. Voilà. Alors, nous le savons très bien, quand il y a tremblement de terre, c'est les sols qui bougent. Ok, c'est les sols qui bougent pour plusieurs causes. Ok, et quand il y a ce mouvement-là, il y a des ondes, évidemment des ondes sismiques, qui vont se propager à travers le sol. Et l'intensité même de ces ondes varie selon la nature du sol. On verra dans d'autres sessions. Et ces ondes, quand ils vont croiser un bâtiment, donc la fondation de notre bâtiment, ils vont, disons, secouer notre structure. Et là aussi, là même la question que j'ai posée, on doit trouver sa réponse. Parce que si vous analysez très bien, ce n'est pas en fait les ondes qui vont, disons, causer l'effondrement. C'est plutôt les poids même de notre structure qui va engendrer ces sollicitations en fait. Si vous répondez convenablement à cette question, ça dit que vous avez compris toute l'analyse modale. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un tremblement de terre? Quand il y a un tremblement de terre, il y a des ondes, sismiques qui sont propagées à travers le sol. Et l'intensité de ces ondes varie avec la nature du sol. Les ondes vont croiser des obstacles. Dans notre cas, ça va par exemple la fondation, disons, d'un bâtiment, d'une structure. Et ça va faire bouger tous les bâtiments. Ok? On comprend? Et quand ça va faire bouger les bâtiments, ça dit que ça va solliciter toute la masse de notre structure. Et c'est là même que nous allons voir l'importance de pouvoir évaluer les valeurs propres. Parce que si la période, parce que ces ondes-là ont une période, ont une fréquence, alors si la période de notre, disons, des ondes sismiques, disons, s'égalise avec la période propre de notre bâtiment, il y aura effondrement. Ok? Donc nous comprenons très bien qu'il peut y avoir effondrement, c'est à cause de la masse de notre structure. Parce qu'on verra très bien que la valeur de la période de la fréquence dépend de la masse sollicitée en fait. Ok? C'est ce qui va nous amener à trouver la valeur de la fréquence ou de la période. Ok? Alors, c'est tout simple. On va conclure à dire que ce n'est pas vraiment les séismes, disons, qui va créer l'effondrement, mais c'est le point même de notre structure qui va amener, s'il y a résonance en fait, en termes simples, s'il y a résonance, c'est ce qui va amener à l'effondrement de notre bâtiment, notre structure. Alors, c'est raison pour laquelle, quand on analyse le bâtiment, donc on fait l'analyse modale, on doit se rassurer, disons, qu'on a tenu compte, dans les cas idéal, de toute la masse de notre structure. Et c'est ce qui nous est recommandé par cet article de Eurocode 8, l'article 4.3.3.1, qui nous dit ceci: la somme des masses modales effectives doit être supérieure ou égale à 90% de la masse totale, de la masse mobilisée, la masse totale de notre structure. Et parce qu'il y aura, donc quand on parle des modes, ça dit sont des modes de déformation. On peut en avoir plusieurs. Ok? Alors on dit tous les modes avec une masse modale supérieure à 5% doit être prise en compte. Donc on doit se rassurer qu'on a tenu compte de presque toute la masse de notre bâtiment, de notre structure. Donc ça, c'est la première, disons, des conditions. Parce que si vous ne remplissez pas cette condition, c'est-à-dire quoi? Vous allez sous-estimer la masse. Et quand vous allez calculer la période propre, la fréquence propre, ça sera des valeurs qui ne reflètent pas la vraie réalité. Parce que ces valeurs-là vont, disons, en fait, dépendre beaucoup de la masse. Et du coup, on aura des résultats plus ou moins biaisés. Tandis que de l'autre côté, quand il y a tremblement de terre et tout, ça vient avec sa fréquence, ça vient avec, disons, la période et tout. Et ça, nous, êtres humains, on n'a pas action à ça. On ne peut pas le varier. C'est un événement, disons, improvisé. Et on ne sait pas ça va venir comment, avec quelle intensité. Alors, on doit devoir déjà se rassurer que dans notre modèle en étude, on a tenu compte de toute la masse parce que la période en dépend énormément.
D'accord? On verra dans d'autres sessions comment pouvoir gérer cette question des sollicitations sismiques, c'est-à-dire des ondes sismiques, périodes sismiques avec les valeurs propres. Donc si vous êtes curieux, le critère, l'article en question, c'est celle-ci, donc l'article 4.3.3.1 qui vient stipuler ce que nous venons de dire ici. Donc tenir compte d'un maximum de masse, donc tenir compte d'un maximum de masse de notre modèle, de notre bâtiment pendant l'analyse modale. Parce que la période, la fréquence en dépend énormément. Sous-estimer, disons, ces critères-là, c'est, disons, perdre d'avance, en fait. OK? Et exposer, en fait, notre structure, notre bâtiment à d'éventuelles secousses sismiques. Alors, on passe un peu à la pratique. Alors, nous allons faire notre étude sur base de ce modèle ici. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, ici, ce que nous devons faire en premier, c'est voir comment on doit déjà entrer dans le module qui va nous permettre de calculer, disons, de faire l'analyse modale. Alors, pour ce faire, vous venez cliquer sur ce bouton ici. OK? Vous cliquez sur ce bouton type d'analyse. Donc on va changer, on va quitter donc de l'analyse en fait du modèle statique et tout pour passer déjà dans la dynamique. Donc vous venez cliquer ici sur nouveau et là c'est déjà coché par défaut modal. OK? Alors vous allez accepter modal. OK? Alors la boîte qui arrive ici, c'est là où on va entrer les paramètres. OK? Alors ici, il y a deux paramètres qu'on doit fixer, notamment le nombre de modes, la tolérance, nombre d'itérations, disons matrice de masse, densité et tout. OK? Nous avons également d'autres options ici. Nous allons voir comment le fixer. Alors, nous allons d'abord commencer par le nombre de modes. Comment fixer le nombre de modes? Déjà, par défaut, Robot nous met 10 modes, c'est-à-dire 10 modes de déformation, de sollicitation. OK? Alors, on va rentrer un peu pour regarder ça de près. Alors, il est conseillé, OK? Donc, quand vous lancez le calcul modal, quand vous fixez le nombre de modes, de laisser les 10 par défaut et de lancer le calcul. Parce qu'on a vu jusqu'à un certain, je pense, jusqu'à un certain nombre de niveaux, le nombre de modes sera toujours, disons, inférieur à 10. Donc, vous pouvez vérifier ces calculs. Je vous donne la formule ici, c'est selon ce paragraphe de l'article, disons, 4.3.3.1. Donc, paragraphe 4, donc, on dit ceci. Si on lance les calculs avec le 10 mode et qu'on n'arrive pas à mobiliser plus de 90% de la masse dans les deux directions, donc la direction X et Y, la direction Z est un peu ignorée parce que, disons, les secousses sismiques suivant Z sont presque nulles. Donc on va juste s'occuper des deux directions X et Y. Alors si on trouve qu'après calcul, ok, première évaluation, on trouve qu'on n'a pas sollicité, on va voir comment vérifier ça, on n'a pas sollicité plus de 90% de la masse du modèle. Dans ces cas, il faut rentrer, augmenter le nombre de modes. On peut passer par exemple de 10 à 15, à 20, 50, ok, vous voyez. Alors ici, il y a, on recommande pour ne pas surcharger en fait le logiciel ou la machine et tout, c'est mieux de calculer. Parce que vous pouvez facilement passer par exemple de 10 à 100 en 100 modes. Ok, c'est très bien, peut-être que ça va donner. Mais pour être beaucoup plus rationnel, utilisez la formule ici, qui veut que k soit supérieur ou égal à 3 multiplié par la racine carrée de n. La racine de n, c'est le nombre de niveaux au-dessus du sol. Ok, donc par exemple, si vous avez, disons, un immeuble de 5 niveaux, donc c'est un rez-de-chaussée, donc vous allez prendre 3 multiplié par racine carrée des 5, et puis vous allez trouver le nombre de modes qu'il faut mettre. Okay? Pour ne pas, parce que déjà, dès que vous avez cette valeur, maintenant vous pouvez évoluer progressivement. Parce que là, vous savez, selon les critères, pour ces bâtiments, normalement, avec ce nombre de modes, je peux atteindre le résultat. Okay? Disons, sauf certaines dispositions techniques qu'on verra peut-être dans d'autres sessions. Voilà, donc c'est ça la procédure qui est recommandée. Donc bref, si le premier, disons, calcul n'a pas donné, passez calculer le nombre de modes normal qu'il fallait et puis commencer à accroître progressivement jusqu'à ce que vous allez atteindre vous allez arriver à mobiliser plus de 90% de la masse dans les deux directions, s'il vous plaît. Voilà, je signale que je suis en train d'utiliser cette présentation ici, que si vraiment vous le souhaitez, vous pouvez trouver ça sur la page LinkedIn de notre plateforme. Je vais vous laisser les liens dans la description et dans les commentaires. Donc, si vous pouvez, ça vous plaît, vous pouvez récupérer directement sur notre page LinkedIn cette présentation sur 8 pages. Ça peut vous aider pendant que vous êtes en train d'étudier, disons, faire l'analyse modale d'un projet académique ou professionnel. Voilà.
Donc on évolue. Donc, encore une fois, la référence de ces critères dans Eurocode 8 est là. Donc, c'est au niveau à partir du paragraphe 4 et 5. OK? Ici, là, on dit when using a special model, the above condition should be verified for each relevant direction. Donc, les directions le plus intéressant, comme je disais, c'est X et Y. Z, on va l'ignorer. Donc, dans les conditions ci-dessous, c'est ça ici. Donc, maintenant, dans le paragraphe 5, avec la formule qui nous permet de calculer le nombre de modes. OK. Alors, je pense que là, c'est OK. On évolue. Alors, ici, la tolérance, vous ne touchez pas. Nombre d'itérations, vous ne touchez pas. On va voir ici la matrice des masses. Alors, ici, c'est très intéressant. Alors, comme on a dit, au débit, c'est les ondes sismiques qui vont mettre en œuvre notre bâtiment, c'est-à-dire toute la masse. Et suite, disons, à la masse, que le bâtiment va commencer à bouger. D'accord? Autrement dit, la force qui va faire bouger notre bâtiment, c'est la force d'inertie. Parce que quand ça bouge, ça aura tendance à rentrer, et ainsi de suite. Ça va faire un mouvement d'oscillation. Alors, la formule, disons, première pour évaluer cette force qui sollicite, cette force d'inertie. Donc, alors ici, on parle évidemment de la matrice des masses. Et ici, on dit matrice cohérente, concentrée avec rotation, concentrée sans rotation. On prend concentrée sans rotation. Pourquoi? Parce que quand vous faites l'analyse dynamique, on doit éviter, disons, tout mouvement de rotation, donc toute torsion. Pourquoi? Parce que pour pouvoir dissiper l'énergie sismique, c'est plutôt la friction qui nous aide à dissiper, à contenir SMIC. Okay? Tandis que la rotation, là, c'est beaucoup plus dangereux. C'est pourquoi on va devoir cocher ici cette dernière option, troisième option, donc sans rotation. On verra aussi, il y a des critères de stabilité en plan, de stabilité en élévation qui nous permettent de réduire au maximum toute rotation. Okay? Ça, c'est pleinement, en tout cas, dans le génie parasismique. Malheureusement, ce sont des erreurs qui sont commises dans beaucoup de projets, beaucoup de conceptions. Alors, pour la direction, nous prenons, en principe, on va être beaucoup plus, disons, idéaliste. On va prendre X et Y. Bon, ici, vous pouvez cocher Z, bien qu'on sait que les sollicitations suivant Z ne sont pas, sont très minimes, donc on va pas le considérer, mais toutefois, vous pouvez cocher, c'est pas grave. Alors ici, négliger la densité. Alors ici, il ne faut pas cocher, il ne faut pas négliger la densité, ok? Il faut en tenir compte parce que nous savons ce qui entre en jeu dans cette analyse, c'est la masse. Donc si on coche, c'est-à-dire comme si on va déconsidérer d'une façon ou d'une autre, on va déconsidérer d'une façon ou d'une autre la masse de l'ensemble. Donc là, il ne faut pas cocher non plus. Alors, les autres options ici, nous menons une analyse, disons, modale. Donc là, c'est logique, on va rester à modale, première option. Et normalement, après l'analyse modale, quand c'est validé, que vous pouvez passer à l'analyse sismique. Donc là, il n'y a rien à changer. Ici, vous ne touchez à rien, laissez comme tel. Alors, ici, pour les limites, laissez à inactive, parce que ici, nous avons, si vous cochez période et fréquence, c'est-à-dire vous voulez, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, optimiser, selon peut-être les prescriptions, vous voulez fixer, disons, certaines valeurs, période, fréquence et tout. Là, on va rester dans, disons, les cas, disons, réalistes de notre projet, de notre modèle. On ne veut rien imposer, on veut voir les comportements, disons, authentiques. Voilà. Ok, comme je disais, ici, nous allons voir comment fixer ces paramètres, disons, du coefficient d'amortissement. Ok. Alors, on va voir ce que nous dit le critère Eurocode 8. Les critères Eurocode 8. Alors Eurocode 8 nous dit ceci: le spectre de réponse est calibré pour 5% d'amortissement visqué. Ok. Alors, nous allons rentrer vers, disons, cet article de Eurocode 8 pour comprendre. Voilà. Donc, c'est l'article ici. Attends, voilà. Oui, c'est ça. Donc, 3D22. Oui, avant d'aller voir l'article, on peut rentrer un peu sur la présentation. Alors, comme je disais, donc le 5% ici, donc c'est les coefficients ici, le coefficient zeta, donc est fixé à 5%, c'est un coefficient qui permet, enfin qui est inhérent au matériau qui est utilisé, soit c'est pour les bétons, soit l'acier, soit les bois. Donc pour chaque matériau, il y a ce coefficient. C'est le coefficient qui va permettre en fait à notre structure à pouvoir amortir, disons, une quantité donnée de l'énergie sismique. Okay. On dit quand on les fixe à 5%, on peut aller jusqu'à 20% de force, disons, des sollicitations sismiques qui soient contenues.
Alors ici nous avons aussi les facteurs eta ici qui est fixé à 1. Alors ces facteurs est multiplié, on va voir sur les diagrammes des spectres de réponse élastique. C'est un facteur qui permet de multiplier, disons, l'accélération, donc toutes les valeurs qui sont sur l'axe des ordonnées, on va voir. Dans les cas où nous avons un coefficient qui soit supérieur ou différent, en fait, différent de 5. Okay? Mais pour le cas des matériaux comme le béton, comme l'acier, c'est déjà fixé par Eurocode, respectivement à 5 et à 10%. Voilà. Donc voilà l'article en question qui essaie d'expliquer ce qu'on venait de dire par rapport au coefficient d'amortissement, par rapport, disons, au facteur d'amortissement et au coefficient correcteur eta. Alors ici, on a parlé un peu avant du spectre des réponses. Donc c'est ces diagrammes ici qui nous permet de comprendre comment l'énergie sismique se propage ou réagit avec notre structure. Okay? Donc c'est, on dirait, un peu une relation maintenant entre la sollicitation sismique et la réponse du bâtiment. Donc ici vous avez la période, disons, les différentes périodes sur l'axe des abscisses, et là nous avons l'accélération. Okay? Alors le facteur multiplicateur ici est utilisé quand on veut aller au-delà des 5%, okay, pour le coefficient d'amortissement. On a compris la valeur qu'il faut mettre ici. Nous sommes sur du béton armé, donc notre coefficient d'amortissement ici sera à 5%, donc 0,05. Si c'était l'acier, si nous étions dans une structure en acier, nous serons à 0,02, donc 2%. Alors ici, on a fini à fixer tous les paramètres par rapport à l'analyse modale. Donc quand on a terminé, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous le savez très bien. On va appliquer sur OK et après on va lancer les calculs. OK, voilà. Ça prend un peu de temps. Ok, voilà, calcul terminé, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Alors, on doit aller chercher, on va fermer la fenêtre là, on doit aller chercher le résultat d'analyse modale. Alors, vous venez tout simplement dans le menu résultat, vous déroulez jusqu'au niveau des avancées, puis vous prenez mode propre. Voilà, nous y sommes. Alors, ici, nous allons chercher 2 ou 3 choses. D'abord, savoir si on a atteint le critère par rapport aux masses mobilisées. Donc plus de 90% dans la direction X et Y. De voir évidemment dès que nous aurons, parce que quand vous trouvez cette plage là où on a mobilisé plus de 90% dans les deux directions, c'est là où vous allez récupérer la période propre. Et c'est cette période ici que nous allons voir comment la traiter pour savoir si notre bâtiment, notre structure est souple, rigide ou nécessite une intervention supplémentaire. Alors, avant d'aller chercher, disons, la ligne qui contient plus de 90% dans les deux directions, il y a une étape que j'ai vu beaucoup d'ingénieurs ou d'étudiants sautent. Et c'est une, disons, comment je vais dire, une étape très importante qui entre dans la stabilité de notre modèle. Alors, nous savons très bien quand nous sommes en train de dimensionner, on a fixé, vous avez vu, de direction X, Y, et nous savons que Z, c'est une direction avec des sollicitations minimes, négligeables. Ok? Alors, quand il y a tremblement de terre, donc notre bâtiment doit, disons, translater. Ok? La rotation, si elle arrive, c'est dans des cas extrêmes ou soit pour des structures de formes hyper complexes. Mais si nous allons voir, est-ce que notre bâtiment, le premier mode de déformation, est-ce que c'est une translation? Le deuxième mode, est-ce que c'est une translation? Si c'est une rotation, c'est-à-dire qu'il y a un problème des modèles, disons des designs, pas même des modélisations, des designs en fait. Okay, c'est-à-dire que les masses de différents éléments ne sont pas bien réparties. Okay, là, on entre directement dans la conception disons parasismique où il y a des critères, des critères de stabilité en plan et des stabilités en élévation. Alors, on va vérifier ça ensemble. Alors, regardez ici ce que dit cet article d'Eurocode 8, l'article 4.2.3.2 par rapport, disons, à la lecture des résultats de l'analyse modale. Donc, on dit les 2 premiers modes doivent être des translations, parce que nous savons que nous avons normalement 6 degrés de liberté, 3 translations et 3 rotations. Okay? Ici, dans les cas de cette étude, on doit exclure autant que possible toute rotation. Okay? Alors, ce qu'on dit ici, dans les 2 premiers modes, on doit voir pourquoi les 2 premiers. Parce que chaque mode représente, disons, une façon de déformation des déplacements. Or,
Quand nous sommes en train d'étudier une structure, donc sa réponse par rapport au séisme, nous devons nous rassurer, est-ce que s'il y a séisme d'une magnitude donnée, le bâtiment va translater ou va roter. Or, nous devons privilégier plus la translation, ok? Alors, parce que s'il y a rotation, c'est-à-dire que le centre de gravité de notre structure est trop écarté du centre de masse. Ok. Alors, si cet excentrement est important, c'est-à-dire le moment de torsion sera grand et il y aura possibilité de rotation. Donc, maintenant, pour pouvoir gérer cet excentrement, c'est de gérer la position des murs de référence. Donc, ce qui est en trait noir foncé, ce sont, disons, des murs de référence. Ok. Alors, ça, je tire cette image dans le livre Génie parasismique. C'est un livre édité par l'École polytechnique de Lausanne. Donc, vous pouvez vous les procurer pour approfondir le sujet. Ou soit vous prenez carrément la formation où je développe à profondeur, disons comment gérer ça. Alors, pourquoi on doit tenir en plus de la translation? On va favoriser ça parce que quand il y a translation, c'est-à-dire nous savons que les efforts engendrés la résultante est horizontale, c'est-à-dire ça va avoir tendance à faire basculer notre bâtiment suite aux forces d'inertie, que je rappelle, donc c'est F multiplié par la masse multipliée par l'accélération du sol. Alors quand il y a cette translation, donc il y aura au moins une flexion. Or quand il y a flexion, c'est-à-dire que c'est une déformation qui permet de dissiper ou de contenir tant soit peu l'énergie sismique. Par contre, si nous avons une rotation, il n'y aura pas de dissipation. Le bâtiment va roter, l'énergie sismique va continuer à se propager et les dégâts peuvent être, disons, de grande ampleur. Voilà pourquoi on doit privilégier, regarder les deux premiers modes, parce qu'avant que les bâtiments fassent une rotation, si c'est qui arrive, normalement ils doivent commencer par faire une translation. Ok? C'est pourquoi on doit voir si les deux premiers, au moins, sont des translations. Si ce ne sont pas des translations, c'est un problème de design, c'est un problème de modélisation, comme je disais, c'est un problème de design. Il faut revoir le design, bien positionné, structuré, les masses, disons, ordonnées en avance. Quand on fait le design en plan, vous devez privilégier à ce que votre modèle soit symétrique, que les différentes masses soient aussi disposées de façon symétrique. Si ce n'est pas le cas, le risque d'avoir de grands excentrements sont grands et donc le moment de torsion sera grand et il y a possibilité de rotation. Là, on peut avoir des catastrophes. Voilà. Et un autre élément très important, j'ai eu personnellement à discuter avec beaucoup de collègues, beaucoup de gens, même beaucoup de profanes aussi. Pour contenir l'énergie sismique, il faut mettre des éléments assez rigides. Or, quand vous mettez des éléments assez rigides, peut-être surarmés et tout, l'énergie sismique va se propager. Peut-être que ça peut tenir, mais ça coûte aussi. Mais l'énergie sismique va se propager. Mais si la période se propage pendant un laps de temps, plus ou moins considérable, peut-être on peut arriver à atteindre une résonance. Et là, le bâtiment peut s'écrouler. Alors, normalement, c'est un bâtiment souple qui résiste mieux qu'un bâtiment rigide. Ça, c'est ça la réalité, en fait, le comportement. C'est pourquoi ici, on doit privilégier qu'il y ait cette flexion-là, parce que quand il y a au moins une déformation, l'énergie est dissipée et ça réduit un peu l'intensité, en fait. Il y a des techniques, disons des conceptions qu'on appelle des conceptions capacité qui favorisent cette approche-là. Voir comment on peut dissiper au maximum l'énergie afin que le bâtiment ne puisse pas s'effondrer, mais on a ciblé certains éléments qui peuvent céder pour dissiper l'énergie sismique et le genre, parce qu'on va toujours privilégier que, disons, le vis humaine. Donc, permettre à ce qu'il y ait des dégâts, mais qui ne vont pas bloquer le passage que les gens puissent évacuer. C'était une parenthèse. Alors là, on a compris, donc on va rentrer sur le modèle. Alors, tel que vous remarquez, si on voit la première ligne ici, on trouve que les masses dans X, selon X et Y, sont vraiment inférieures à 50, comme stipulé par l'article. C'est-à-dire, ici, il y a la probabilité d'une rotation. Donc, ceci va nous amener à aller revoir notre modélisation et bien positionner les éléments de contrevent, disons plutôt de mur de réforme. On peut voir deuxième, donc, ça veut dire pratiquement que le premier mouvement, c'est une rotation. Or, nous, on doit plus privilégier une translation, soit X, soit Y. Okay? Quand il y a une translation, c'est-à-dire les masses vont bouger, vont essayer un peu de bouger suite à la force d'inertie, et ça va créer une flexion, il y aura plus ou moins dissipation d'énergie. On va voir deuxième ligne, nous avons selon X, c'est aussi inférieur à 50. Donc il faut qu'ici nous ayons la masse qui soit mise en jeu, soit au moins supérieure à 50%. Selon Y, nous sommes à 75. Donc au moins ce qui respecte, au moins dans ces cas ici, c'est au niveau de la composante Y. Donc conclusion ici serait de revoir le design. Okay. Alors, deuxièmement, nous allons chercher maintenant le valeur propre à considérer dans la suite du calcul. Okay. Si on vient
on a réglé tous les problèmes par rapport à cet aspect-là. On peut passer à l'étape suivante. Ici, je vais vous montrer comment vous pouvez détecter dans les valeurs propres à considérer. On va chercher suivant X et Y, donc les masses cumulées. Si nous avons plus de 90%, on va voir. Alors ici, nous sommes, si on regarde au niveau du 10e mois de déformation, nous avons suivant Y, nous avons 87,42. Suivant Y, nous avons 91,87. Alors ici, nous sommes plus ou moins dans les critères, mais il nous manque quelque chose ici, à peu près 3% pour pouvoir être dans les critères. Ok? Donc c'est les modes dans les 10e mois de déformation qui nous intéressent le plus. Ok, alors pour pouvoir, disons, atteindre, disons, 90, ok, à ce niveau-là, nous avons des options, ok, des options. Donc première option, on augmente les nombres de modes. Là, on a démarré avec 10K et 10 coups. Ici, vous pouvez, par curiosité, rentrer, voir la formule qu'on a vue. Ils ont le nombre de modes K qui doit être égal à 3 fois la racine carrée des nombres de niveau au-dessus du sol. Vous calculez, vous voyez si c'est inférieur à 10 ou si c'est supérieur à 10. Si c'est supérieur à 10, c'est-à-dire vous allez accroître jusqu'à cette valeur-là. Mais si c'est déjà dans la marge ici, donc autour des 10, donc là, vous allez ajouter progressivement. Voir si vous allez rattraper le 3% qui nous manque pour pouvoir considérer ces modes comme le mode de référence. Ou soit vous essayez, mais aussi ça peut se régler aussi quand vous ajoutez de façon convenable le mur de référence pour essayer un peu de rentrer aussi dans les critères, disons qu'on a vu en premier par rapport au premier mode, au deuxième mode. Ça peut aussi régler le problème. Alors à ce niveau ici, on va essayer un peu d'accroître. Pour ce faire, on doit rentrer dans le menu chargement, cas de charge. Vous cherchez modal, le deuxième mode. Double-cliquer dessus. Attends. Ok. Ça réapparaît ici. On revient là. Alors, on va changer les nombres. On va passer par exemple. Je peux passer par exemple avant. Je peux doubler. Par exemple, je vais accepter. Je dis oui. Et puis, je relance les calculs. Nous allons voir s'il y aura un changement. Sinon, on va encore augmenter, ainsi de suite. Alors, on va lire ici. Donc, nous sommes passés des 10 à 20 modes. Nous sommes à 20. Donc, on va chercher la ligne qui peut nous pousser dans le critère. Ici, nous voyons, on va chercher d'abord là où nous avons plus de 90. Ici, nous avons 92. Donc, on va chercher là où nous avons plus de 90. Donc ici nous sommes, à partir d'ici nous sommes à 80, voyons. Ok, ici par exemple le mode, le 12e mode, le 12e mode est intéressant. Ici nous avons 90,54, là nous avons 92,12, c'est déjà bon. Est-ce qu'il y a un autre mode beaucoup plus meilleur que ça? Là nous avons 80, cherchons par exemple 80, ok, je vois à partir d'ici, oui, je vois le dernier mode, le 20e mode, où nous avons 92.10, 94.36, je pense. Alors ça, c'est le mode le plus intéressant, c'est-à-dire c'est le mode où on a mobilisé le maximum de masse qui soit prise en compte pendant l'analyse, parce que nous savons les valeurs propres en dépendent énormément. Et donc les sollicitations également, parce que si nous prenons des valeurs moindres, c'est-à-dire on va sous-estimer les sollicitations et on peut être surpris par un séisme et ça va créer des dégâts. Voilà, donc là c'est intéressant. Une fois que vous avez trouvé les modes, alors vous allez chercher la période propre. Ici nous avons les valeurs propres, nous avons ici les fréquences et ici nous avons le période. Donc on va considérer les périodes de valeurs propres du 20e mode où nous avons pour la fréquence 8.83 et 0,11 pour la période. Voilà. Donc 0,11, ça il faut retenir les 0,11 secondes pour la période. Alors on va cheater pour faire une conclusion. La conclusion va nous permettre maintenant de pouvoir comparer la période, disons la période propre à la période fondamentale, la période qu'on appelle aussi empirique, qu'on a calculée. Ok? Alors, on va rentrer ici sur cette présentation pour voir comment c'est. Alors, la présentation nous dit ici, c'est la norme Eurocode qui est reprise ici, ok, 4, 3, 3, 2, 2, ok, alors, qui nous permet de calculer la période fondamentale, donc la période empirique, comme on dit, qui est calculée par cette formule ici, C indice T multiplié par H, exposant 3 quarts. H, c'est la hauteur de notre bâtiment, ok, C traduit la souplesse de l'ossature, voilà. Donc, le valeur de C
des C industés sont repris ici pour chaque type, disons, de structure. Donc, c'est une valeur qui est intrinsèque, qui est inhérente au matériau, encore une fois. Donc, quand nous avons du béton, donc de l'acier, la valeur de C ici est de 0,085. Et pour les bétons, nous avons valeur. Et pour les bétons, disons, avec des murs de réforme, nous avons aussi la valeur de 0,05. Alors, ici, on dit dans l'application, utiliser C industé égale à 0,050 pour les structures rigides. Donc, des structures en béton, mais qui contiennent de murs de réforme, donc des voiles en béton. Voilà un peu. Alors, nous, la tâche sera par exemple de pouvoir calculer cette période ici. D'accord? Alors, on va jeter. Là, il faut rentrer dans le design. Alors, dès que nous avons le nombre de niveaux ici, nous allons prendre cette valeur-là, on ramène dans notre équation. On va ramener dans notre équation ici pour trouver la période empirique, la période fondamentale. Ok. Dès qu'on a cette période, nous savons que la période propre, nous avons trouvé 0,11 secondes. Alors on va rentrer, vous pouvez toujours être curieux, aller jeter un coup d'œil sur l'article. Vous pouvez maintenant rentrer ici pour pouvoir tirer des conclusions. Ok. Donc ici on dit par exemple ici en G, comparer la période des robots, donc la période fondamentale à la période fondamentale, voilà, ok, forfaitaire. Alors on dit ici, si la période fondamentale est à peu près égale à la période de la période propre. Alors ici on dit si la période propre est à peu près égale à la période fondamentale, la période empirique, le modèle est cohérent. À peu près, mais il ne faut pas que ça soit égal. Si les deux valeurs sont égales, c'est un problème. S'il y a résonance, c'est pas intéressant. Ok. Alors si la valeur ici, disons propre, est supérieure, par exemple 2 fois la valeur, disons qu'on a calculé ici, la valeur fondamentale, là la structure est trop souple. Donc on dit vérifier les unités, vérifier les appuis ou ajouter des murs de réforme de voile. D'autre part, si la valeur propre, dans la période propre, inférieure, très inférieure à la période, la structure est trop rigide. Donc il faut optimiser les sections, c'est-à-dire rigide, c'est-à-dire que c'est surdimensionné. Ok, c'est surdimensionné. Peut-être que ça peut tenir, mais ça coûte. Mais aussi le fait que ça peut tenir, c'est-à-dire les secousses seront, disons, les bâtiments vont encaisser beaucoup de secousses, ça va créer beaucoup de dégâts. Peut-être les vitres, les histoires seront cassées, tout parce que ça ne va pas arriver à contenir. La structure contient l'énergie quand il y a effondrement, ou bien quand un élément est cassé, en termes simples. Là, il y a dissipation et ça s'arrête par là. Quand il n'y a pas de dissipation, ça va vibrer jusqu'à ce que la secousse sismique va s'arrêter. Voilà, c'est ça même la conséquence. Voilà. On a tout dit par rapport à l'analyse modale. Dès que vous êtes OK avec cette étape, c'est maintenant que vous pouvez vous permettre à pouvoir passer au niveau de l'analyse sismique qui contient aussi beaucoup de concepts. Voilà, donc si vous avez apprécié et vous souhaitez entrer en profondeur, je vous invite à pouvoir prendre la formation. Donc je vous invite, je vous conseille à prendre la formation du robot sur la plateforme de la Project. On vous entrez l'URL et tout est clair, tout est simple. Vous créez votre compte, vous vous connectez, vous souscrivez et tout est en ligne. Et donc dès que vous avez souscrit, vous avez directement accès à tous les contenus. Il y a 9 chapitres, il y a d'autres même que je vais ajouter, je pense, un autre chapitre de plus ou 2. Donc vous aurez tout un contenu compact. Donc on aborde tous les aspects par rapport au charge statique, par rapport à la dynamique, par rapport à l'opérabilité avec Revit. C'est très intéressant ces parcours ici. C'était un réel plaisir de partager avec vous aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre thématique. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires. Vous pouvez toujours échanger. Toutes les coordonnées sont là. Vous avez l'adresse email pour nous contacter facilement. Nous avons notre WhatsApp qui est là-bas. Vous pouvez nous joindre à tout moment. Donc, je rappelle, c'est un programme très structuré. Donc, chaque chapitre avec des leçons, avec des ressources vidéo, des ressources en termes de fichiers robots, en termes de fichiers PDF téléchargeables, sauf pour les vidéos, parce que les vidéos, vous les avez à vie sur la plateforme dès que vous avez souscrit. Nous avons également un forum qui nous permet à pouvoir accompagner tous les apprenants en cas de difficulté. Voilà, on se retrouve prochainement pour d'autres thématiques. Et aussi, j'avais promis de revenir sur Revit. Je vais y revenir, je pense, si tout va bien, peut-être le lundi ou le week-end. On va aborder Revit, mais sous un autre angle, parce que je vais évidemment, en parallèle avec Revit Structure, montrer un plugin très intéressant qui permet d'accroître votre productivité.